Voilà. Donc Guillaume Bagro, vous le connaissez puisqu'il est déjà venu vous présenter une conférence sur Espérandieu il y a quelques mois maintenant. Et donc, vous savez qu'il est chercheur en histoire à la Sorbonne et qu'il a fait son mémoire sur Espérandieu. Il continue. Et comme il a passé quelques années, pas décennies, mais presque, dans l'armée, il a la rigueur d'un militaire. Et donc, c'est très bien quand on est chercheur en histoire. Je pense que ça doit aider. Donc, ce soir, il nous propose cette conférence justement sur le Palais Longchamp, qui est un des symbole architectural du Second Empire à Marseille. C'est pas le seul, mais effectivement, c'est quand même assez emblématique. Puis nous qui sommes situés au boulevard Longchamp, juste à côté, on le connaît bien, mais on va peut-être découvrir des choses intéressantes sur le volet architectural. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup au Comité du Vieux Marseille pour son accueil. C'est la troisième fois que je prends la parole ici et un grand merci. Merci pour votre présence malgré ces grandes chaleurs. Je vais aujourd'hui vous parler de l'architecture du Second Empire avec l'exemple du Palais Longchamp. Ce Palais Longchamp qui est construit par l'architecte Henri-Jacques Espérandieu dans les années 1860. Et si on a souvent dit que la basilique Notre-Dame de la Garde était l'édifice le plus célèbre de la cité phocéenne, parce que c'est un véritable parangon de l'identité locale, eh bien, on a aussi dit que ce palais Longchamp était le plus beau des édifices marseillais. Et vous voyez que j'entre tout de suite dans le domaine de la subjectivité et peut-être même de la polémique, puisque cette architecture du Second Empire a été beaucoup critiquée. On a dit d'elle qu'au moment où commençaient à poindre les merveilles de l'impressionnisme, eh bien, cette architecture qui multipliait les références historicistes eh bien, était académique, qu'elle datait. Et j'aimerais vous montrer, pendant cette intervention qui durera donc à peu près 1 heure, le génie de cette architecture, tout son intérêt, en s'appuyant sur cet édifice qu'est le Palais Longchamp en particulier, pour vous montrer que si peut-être il est le plus beau des édifices marseillais, il est dans tous les cas le plus original et le plus fascinant. Et pour amorcer mon sujet, eh bien, je partirai d'une date qui nous ramène vers son bâtisseur. Cette date, c'est le 11 novembre 1874. On est au 54 de la rue Saint-Féréol, dans cet immeuble qui existe toujours. Et à cette adresse, eh bien, un homme est à l'agonie. Cet homme, vous l'avez compris, c'est Henri Espérandieu, architecte en chef de Marseille à ce moment-là. Quelques jours plus tôt, en ce jour de novembre, où le Mistral était très fort à Marseille, il était sur le chantier de sa basilique, donc Notre-Dame de la Garde. Il faisait très froid. Il était dans la crypte, il avait passé assez longtemps, il a pris froid, et puis la maladie a dégénéré. Quelques jours plus tard, il en est mort, prématurément, donc à l'âge de 45 ans. Et s'il s'éteint dans la richesse et la notoriété, eh bien, ça n'a pas été sans effort, puisqu'il est originaire d'un milieu social très modeste. Et peut-être se souvient-il, en ce jour où la mort vient le prendre, de son enfance, quand il jouait dans la modeste épicerie que tenait son père dans le faubourg de la Madeleine à Nîmes, dans les années 1830, et de tout le chemin parcouru depuis. Alors, cet Espérandieu, à quoi ressemble-t-il ? Eh bien, vous avez ici 2 photographies qu'on possède de lui, entre 35 et 40 ans. De son physique, on considère que c'est un bel homme. Il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Il a eu toutes sortes de succès féminins à Marseille. Il était de taille moyenne pour l'époque. Il avait environ 1,65 m, de beaux yeux bleus, des cheveux châtain clair, légèrement ondulés, qu'il portait coiffés en arrière. Il avait un caractère assez sobre, il parlait assez peu. On disait de lui qu'il était taiseux, peut-être que c'était dû à ses origines protestantes. Toujours est-il que vous pouvez le voir sur la 2e photo dans un déguisement, ce qui montre que derrière cette apparence peut-être austère, il y avait également une fantaisie, qui était le propre justement de cette figure de l'architecte artiste du Second Empire. Et si on a retenu pour la période du règne de Louis XIV la figure de Pierre Puget comme le grand artiste marseillais, bien qu'il ait passé seulement finalement 15 années de cette longue vie, les 15 dernières à construire à Marseille, eh bien il en va de même pour Espérandieu pour la période du Second Empire, qui est véritablement la figure artistique qui s'impose dans les années 1850-1860 à Marseille, puisqu'il y aura construit entre autres 3 édifices d'architecture monumentale que vous pouvez voir ici, qui sont bien connus dans le paysage urbain marseillais. Tout d'abord, cette très célèbre basilique Notre-Dame de la Garde. Ensuite, le Palais Carly, ou Palais des Arts, qui est l'ancienne école des beaux-arts et bibliothèque de Marseille. Et puis ce Palais Longchamp qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Et ce qui est frappant au premier abord, eh bien, c'est la très grande variété sur le plan esthétique de l'œuvre d'Espérandieu. Aucun des 3 édifices ne se ressemble réellement sur le plan esthétique, au point qu'on pourrait presque se demander s'ils sont du même architecte et quelle est la cohérence de cette œuvre.
On peut faire un petit tour d'horizon de ce corpus. Tout d'abord, cette basilique Notre-Dame de la Garde est de ce style que l'on dit romano-byzantin, au sens où il mélange plusieurs références architecturales, dont la référence romane et la référence byzantine. On va également y retrouver des allusions à l'architecture arabe, avec le modèle du minaret qui sera notamment évoqué par l'intermédiaire de cette tour, et puis également des références à l'architecture florentine, j'en passe. Toujours est-il que c'est un édifice qui a une polychromie en façade, qui fait alterner les pierres claires et les pierres foncées, ce qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec ce palais Carli, qui lui va faire alterner une façade linéaire blanche, plutôt d'inspiration néo-renaissance, avec une cour intérieure en briques, faisant plutôt allusion au règne de Louis XIII. Donc deux édifices qui n'ont rien à voir, et ce même palais Carli et cette même basilique Notre-Dame de la Garde n'ont pas grand-chose à voir non plus avec le palais Longchamp, qui est peut-être le plus original d'entre tous, comme je le disais. Pourquoi d'abord? Puisque c'est un édifice multifonction. Le palais Longchamp, d'abord, c'est un château d'eau. C'est le dernier tronçon du canal de la Durance, qui prend sa source 80 km au nord de Marseille, donc dans cette rivière de la Durance. Et c'est en même temps un double musée, puisqu'on va retrouver dans une aile le Muséum d'histoire naturelle et dans l'autre aile le Musée des Beaux-Arts. Donc un édifice multifonction, musée château d'eau, très original, hein, unique cas de musée château d'eau dans l'architecture française et assez probablement dans l'architecture mondiale. Édifice multifonction, mais également édifice multistyle, puisqu'on va retrouver dans les ailes du bâtiment plutôt des références au classicisme français, revisité par le système Beaux-Arts de l'époque. On va le noter à cette monumentalité assez impressionnante, avec une linéarité et une certaine sobriété sur le plan ornemental qui va rentrer en tension avec la partie centrale de l'édifice, qui, elle, est beaucoup plus baroque. Autant les ailes sont marquées par une esthétique de la ligne, autant la partie centrale est marquée par une esthétique de la courbe, avec cette architecture d'eau, cette architecture de jardin, avec une statuaire foisonnante, qui fera également référence au modèle du temple antique, avec cette colonnade semi-circulaire ouverte, qui encadre la statue de la Durance, qui est véritablement le cœur battant de l'édifice et qui revisite un mythe antique, finalement. Donc un édifice multistyle et multifonction, ce qui est le propre de l'architecture du Second Empire, que l'on dit éclectique, l'architecture éclectique, qui va donc mélanger au sein d'un même édifice plusieurs références historiques pour créer des chimères architecturales. Alors la question qu'on peut se poser, d'une part pour l'architecture d'Espérandieu, dont le Palais Longchamp est un exemple typique, d'autre part pour l'éclectisme au sens large, c'est quelle est la cohérence de cette architecture? Est-ce qu'on aurait affaire finalement à une architecture incohérente qui multiplierait les modèles historiques, ou est-ce qu'il existe un point central, un faisceau de convergence qui permet de comprendre ces édifices? Et si ce faisceau de convergence existe, quel est-il? Alors pour le comprendre, eh bien, il faudrait partir du style qui précède immédiatement l'éclectisme dans l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire l'historicisme. L'éclectisme apparaît véritablement sous le Second Empire, l'historicisme apparaît dès la première moitié du XIXe siècle. L'historicisme consiste à reproduire des styles architecturaux du passé. C'est tous les styles néo. Autant l'éclectisme mélange les styles, autant il y a une pureté de style dans l'historicisme. J'ai mis ici quelques exemples locaux. Nous avons ici l'église des réformés de la Canebière, qui est de style néo-gothique, c'est-à-dire que la référence de l'église des réformés, c'est ce que l'on projette de la cathédrale gothique du XIIIe siècle, construite à partir des années 1850. À côté, vous avez l'hôtel de préfecture des Bouches-du-Rhône, qui est probablement un des plus beaux de France, ce qui montre toute l'importance de Marseille à l'époque, construit par Auguste Martin dans les années 1860, qui est de style néo-renaissance. Et puis en dessous du même Auguste Martin, vous pouvez voir le palais de justice de Marseille, construit dans les années 1850, qui est de style néoclassique. C'est quand même assez fascinant, hein, cette idée de reproduire des édifices modernes dans les styles du passé. Pourquoi fait-on ça? Eh bien, pour le comprendre, il faudrait revenir encore à peu près un siècle en arrière, en 1748. Et 1748, c'est la date à laquelle on réalise les premières fouilles à Pompéi. Ressurgissent de sous les cendres du Vésuve ces ruines qui incarnent un monde disparu, qui donc ressurgit et qui génère un mouvement de fascination pour l'Antiquité en Europe. Donc l'on est abandonné, bien sûr, l'Antiquité finalement depuis la chute de Rome en Europe, puisqu'on a
On a tout le temps revisité l'Antiquité, finalement, on l'a fait à la Renaissance, mais on s'y est toujours intéressé. Néanmoins, il y a ici une différence, et la différence en 1748, c'est l'archéologie. On découvre l'archéologie en tant que science. Et c'est sous cet angle qu'on approche Pompéi. L'archéologie se répand à travers toute l'Europe, on commence à s'intéresser à tous les vestiges antiques que peuvent compter les pays européens. Et la France possède elle-même une grande histoire romaine. Vous avez ici quelques exemples qui sont liés à la ville de Nîmes, puisque Henri Espérandieu est originaire de Nîmes. Vous avez ici 2 tableaux qui sont signés par Hubert Robert. Le premier représente la maison carrée, un des temples antiques les mieux conservés qu'on possède aujourd'hui, qui est représenté accompagné de quelques ruines décoratives qui sont non existantes, mais qui ont été rajoutées par le peintre pour donner du volume à sa composition. Et puis à côté, le très célèbre pont du Gard, qui est à une vingtaine de kilomètres de Nîmes. Vous pouvez voir encore ici les arènes de Nîmes. Ces arènes étaient pendant très longtemps encombrées de maisons, c'est-à-dire que suite à la chute de Rome, on s'était servi si je puis dire, des remparts que constituait cet édifice pour construire des maisons et s'abriter. Et sous le règne de Louis XVI, dans cette démarche archéologique, eh bien, on décide de libérer les arènes de leurs maisons pour les restituer à leur état d'origine. Le projet sera interrompu par la Révolution et il reprendra assez rapidement ensuite. Donc on s'intéresse beaucoup à ces vestiges antiques à travers toute l'Europe. Mais à partir des années 1820-1830, cet intérêt va s'étendre à tous les édifices du passé. Au XVIIIe siècle, vous savez peut-être qu'on avait un grand mépris pour le style gothique, qui était considéré comme incarnant l'obscurantisme du Moyen-Âge, qu'on mettait en opposition avec le classicisme des Lumières. Ça avait conduit notamment le clergé lui-même à largement détruire les décorations gothiques de ces édifices. Eh bien, on s'y intéresse à nouveau dans les années 1820-1830 et on s'intéresse également à toutes les autres périodes de l'histoire. Il y a un événement clé, c'est la création par Prosper Mérimée de la Commission des monuments historiques au début des années 1830, qui marque véritablement une transition, puisque c'est à ce moment-là qu'apparaît la notion de patrimoine et de monument historique, ce qui n'existait pas avant. Et du reste, on avait beaucoup moins de scrupules à détruire les édifices du passé. C'est un exercice auquel beaucoup de rois de France se sont adonnés. Louis XIV a détruit beaucoup de vestiges antiques pour remodeler ses villes. Louis XIII, on y reviendra tout à l'heure, a détruit de nombreuses forteresses. Quant à la destruction de la Bastille, dont on fait un tel honneur aux révolutionnaires, on oublie souvent qu'elle avait déjà été signée par Louis XVI lui-même. En tout état de cause, Prosper Mérimée crée donc cette commission des monuments historiques. Et le but de cette commission est d'identifier et, si possible, de préserver et de restaurer tous les édifices du passé qui sont jugés dignes d'intérêt. Et Mérimée va donc s'appuyer sur un certain nombre d'architectes restaurateurs, dont le plus célèbre est peut-être Eugène Viollet-le-Duc, dont le nom est très connu, que vous voyez ici en photographie dans les années 1840, quand il a une trentaine d'années. Et cet ensemble de personnes va se lancer dans ce grand projet de restauration du patrimoine architectural français. Et il y avait beaucoup à faire. Il y avait beaucoup à faire, pourquoi ? D'abord, du fait d'un événement qui est la Révolution de 1789. Et il n'y a pas d'événement plus funeste quant à ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine historique français que cette Révolution de 1789 et ses conséquences, puisque ce sont plusieurs milliers d'édifices d'importance architecturale majeure qui sont totalement détruits pendant les décennies qui suivent la Révolution ou qui sont très profondément mutilés. Il y a d'abord eu le vandalisme révolutionnaire spontané, qui est peut-être le plus pardonnable. En 1789, on avait incendié un certain nombre de châteaux et également de châtelains. Vous avez ici un exemple, le château de la Tour d'Aigues, un exemple régional qui est près de Pertuis, qui a été incendié en 1789. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est probablement les conséquences de cet événement qui est la nationalisation des biens du clergé en 1789, puis la nationalisation, la saisie des biens des familles nobles émigrées en 1792, qui conduit l'État, donc les révolutionnaires, à saisir les abbayes, les églises, les châteaux, et à mettre en vente ce que ces édifices contiennent et les murs eux-mêmes pour combler une dette publique qui était devenue tout à fait abyssale. La conséquence de tout cela, c'est donc que les bibliothèques que contenaient ces abbayes et ces châteaux sont dispersées dans des ventes publiques, que les objets d'art sont également vendus. Et le bâti lui-même est vendu, ce qui donne l'occasion donc à cette richesse mobilière qui apparaît au XVIIIe siècle, richesse qui a fait fortune dans le commerce et dans la finance, de faire l'acquisition des châteaux qu'il souhaitait occuper, mais qu'il ne pouvait pas occuper du temps des rois.
et également un certain nombre de révolutionnaires de faire l'acquisition de plusieurs beaux biens nationaux. Ça a été le cas de Danton, qui en 1791, en pleine crise française, fait l'acquisition d'un très joli prieuré à Arcis-sur-Aube, d'où il est originaire, où il peut s'établir bourgeoisement. Au trouble bonne pêche, comme dit le dicton, passons. Mais ça n'est peut-être pas encore le plus grave, j'y viens, je monte en puissance, le plus grave, ce sont les actions de ce que l'on appelle la bande noire, c'est-à-dire la société de spéculateurs voraces, donc issus des milieux révolutionnaires, qui bénéficient d'appui auprès des personnes qui organisent les ventes et qui peuvent racheter à très faible coût des biens nationaux à l'occasion des ventes publiques. Donc ils rachètent des abbayes et des châteaux et qui les revendent au prix des matériaux, au prix de la pierre. Donc ils démontent les abbayes et les châteaux pour les revendre en les détruisant. C'est comme ça qu'on a perdu notamment la très célèbre abbaye de Cluny, qui était un des plus grands édifices de la chrétienté, qui pouvait contenir à lui seul une grande cathédrale gothique. Cluny est détruit à 90% à partir de 1809. Il en reste une petite partie du transept aujourd'hui. Vous pouvez en voir l'image en bas de la diapositive. Et puis juste à côté, un exemple qui me tient à cœur puisqu'il se trouvait dans ma région d'origine, en Indre-et-Loire, le château de Richelieu, règne de Louis XIII, qui lui aussi est totalement détruit par un marchand de biens. Et au-dessus, un exemple plus original de ce qu'a pu être le vandalisme révolutionnaire, l'abbaye d'Ourscan en Picardie. Vous savez que c'était l'époque du romantisme et qu'on avait une fascination pour la ruine. Eh bien, l'abbaye d'Ourscan est vendue comme bien national et le nouveau propriétaire, qui trouve pittoresque d'avoir une ruine dans son jardin, fait ruiner l'abbatiale pour pouvoir jouir de cette vue pittoresque. Donc, comme l'écrit Chateaubriand dans ses mémoires, au moment où il rentre d'exil en France, eh bien, la France est un champ de ruines après la Révolution. Et c'est le moment où on va donc se lancer dans la restauration de ce patrimoine, puisque beaucoup d'architectes de l'époque, dans les années 1830, et beaucoup d'hommes politiques avaient été témoins des destructions et avaient quand même conscience de la valeur de tout ce qui avait été détruit et de la nécessité de le préserver. Quelques exemples que j'ai mis ici, qui sont principalement liés à cette personnalité si célèbre qu'est Eugène Viollet-le-Duc. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris avait été très sérieusement menacée entre 1789 et 1830. On avait très sérieusement pensé à la détruire. On ne l'avait finalement pas fait pour toutes sortes de raisons, notamment parce que le volume de pierre que représentait Notre-Dame de Paris était tellement considérable qu'il aurait été finalement assez compliqué de l'évacuer en plein centre-ville. Finalement, la cathédrale, qui était en très mauvais état en 1830, d'une part parce qu'elle avait été délaissée par les rois et d'autre part parce qu'elle avait été très fortement vandalisée en 1793, retrouve un élan d'intérêt auprès du public par ce roman qui est publié par Victor Hugo en 1831, Notre-Dame de Paris, qui donne une nouvelle popularité à la cathédrale, qui sera restaurée à partir de 1844 jusque dans les années 1860, notamment par Eugène Viollet-le-Duc. Et puis à côté, vous avez sans doute une des restaurations les plus fascinantes du Second Empire, c'est le château de Pierrefonds en Picardie. Pierrefonds n'avait pas été ruiné par les révolutionnaires, c'était sous le règne de Louis XIII qu'il avait été détruit. Vous savez que c'est principalement sous l'action du cardinal de Richelieu qu'on a détruit l'essentiel des grandes forteresses de France, pour des raisons principalement politiques, puisque c'était une époque où l'on cherchait à imposer l'autorité du roi et le pouvoir central de l'État, et qu'à cette époque où il y avait toutes sortes de guerres de religion et de révoltes de grands seigneurs, eh bien, ces châteaux forts constituaient autant de bastions de résistance qu'il convenait de neutraliser pour imposer cette autorité royale. C'est la raison pour laquelle Richelieu avait fait ruiner Pierrefonds en 1617, et que Pierrefonds avait finalement été restauré par Viollet-le-Duc sur ordre de Napoléon III. Et ce qui est extrêmement intéressant avec Pierrefonds, c'est que quand on le visite, on ne visite pas une forteresse du Moyen-Âge. On visite ce que le XIXe siècle imagine, fantasme d'une forteresse du Moyen-Âge. Et cet Eugène Viollet-le-Duc ne possédait pas de plan très précis de ce qu'était ce château de Pierrefonds avant sa destruction. Lui, qui connaissait très bien le Moyen-Âge, réinterprète l'édifice. Et si vous voulez, ça en dit long sur ce qu'est la restauration de monuments historiques. Aujourd'hui, on a une approche presque sacrée de ce qu'est la restauration du patrimoine historique. Qu'est-ce que ça signifie finalement restaurer un édifice? Est-ce qu'il s'agit de le remettre dans l'état dans lequel il était au moment où il a été construit? Mais finalement, quand on parle d'une cathédrale gothique, c'est compliqué, puisque il y a 8 siècles d'histoire entre la construction de l'édifice, qui elle-même a pu durer un siècle, et notre époque. L'édifice lui-même a évolué. Alors, est-ce qu'il faut enlever tout ce qui a été construit à la période baroque, par exemple? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut restituer l'édifice tel qu'il était à telle ou telle période? Aujourd'hui, on aurait tendance à dire que si on ne sait pas exactement comment était l'édifice à telle ou telle période, on ne change rien. Et si on le fait, on pratique ce que l'on appelle l'anastylose, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une couleur ou dans un matériau différent
les pierres que l'on va rajouter pour que la différenciation soit bien marquée. Rien de tout ça à l'époque de Prosper Mérimée et de Viollet-le-Duc. La restauration consiste principalement à réinventer les édifices, à les repenser. Et on les repense par rapport au ressenti de l'architecte, c'est-à-dire que l'architecte va essayer de restituer l'édifice non pas dans l'état dans lequel il était à une époque, mais bien conformément à ce qu'il aurait dû être dans son unité tel qu'il l'interprète lui-même, ce qui est très hasardeux, évidemment, puisque ça relève de l'interprétation. Ça peut conduire très loin, puisque les architectes de l'époque ont finalement assez peu de scrupules à rajouter une tour là où il n'y en avait pas avant, à rajouter un clocher, à rajouter un vitrail très profondément modifié, des gargouilles. Vous connaissez peut-être cette anecdote qui est la restauration de Vézelay. C'est la première restauration de Viollet-le-Duc, elle est tout à fait fascinante. On est en 1840, et Vézelay, que Mérimée souhaite véritablement restaurer, est dans un état de déréliction extrêmement avancé. On peut lire les descriptions de l'époque. Quand les architectes rentraient dans Vézelay, dans la Madeleine, on entendait l'édifice craquer sur lui-même, et puis il y avait des pierres qui tombaient, donc on avait peur que ça s'effondre comme un château de cartes. Et tous les architectes que sollicitait Mérimée lui disaient « Mais vous, mon vieux, vous êtes complètement fou, enfin, de toute façon, vous n'y arriverez jamais. On ne va pas se hasarder à toucher quoi que ce soit. Il y a déjà tellement d'abbayes qui se sont effondrées et qui ont été détruites pendant la Révolution. Laissez tomber et passez à autre chose. » Mérimée n'avait pas lâché l'affaire, et finalement, c'est ce tout jeune Eugène Viollet-le-Duc, âgé de 25 ans, qui va accepter, avec beaucoup de courage et peut-être de manière un peu téméraire, la restauration de cette basilique de Vézelay. Mais bon, si on lui doit la préservation de l'édifice, il ne faut pas oublier aussi que quand il restaure le cloître, par exemple, il n'a pas de scrupule à mettre par terre des parties gothiques du cloître, parce que l'édifice est plutôt d'inspiration romane, que lui souhaite recréer une unité, et que du coup, il n'a pas de scrupule à détruire ce qui ne correspond pas à cette unité, et qui pourtant participe de l'histoire de l'édifice. Ça peut conduire encore plus loin. Je donne un exemple qui est assez divertissant. C'est celui de Paul Abadie, qui est connu pour avoir construit la basilique du Sacré-Cœur à Paris et qui était un architecte restaurateur qui a principalement travaillé dans la partie sud-ouest de la France. Il a beaucoup travaillé à Bordeaux, à Angoulême et à Périgueux. Et c'est notamment lui qui a restauré Saint-Front, cathédrale de Périgueux. Donc je mets ici une photographie avant et après la restauration. Ça n'a rien à voir. Abadie n'a eu aucun scrupule à faire sauter la toiture du XVIIe siècle pour la remplacer par toutes sortes de dômes surmontés de lanternons de son invention, parce qu'il trouvait que ça correspondait mieux à la logique globale de l'édifice tel qu'il l'aurait interprété. Alors la question, c'est est-ce que c'est du vandalisme architectural ou est-ce que ce sont des créations originales? C'est un vrai sujet de débat dans l'histoire de l'art. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre cette architecture en perspective avec ce qui se passe au XIXe siècle, c'est-à-dire l'écriture de ce que l'on a appelé le roman national. Le nationalisme apparaît dans l'héritage de la Révolution française, encore une fois, on réécrit l'histoire à l'époque pour créer cette unité française, pour que ce ne soit plus juste la France des provinces. Et cette écriture du roman national, eh bien, c'est celle à laquelle s'est adonné un homme comme Jules Michelet, par exemple, qui réinterprète donc l'histoire, qui la raconte, qui la narre. Et ça ferait évidemment dresser les cheveux à n'importe quel historien contemporain, parce que ce n'est pas la même approche selon les critères historiographiques que nous avons aujourd'hui. Eh bien, en fait, en parallèle de l'écriture de ce roman national, on va restaurer les édifices historiques, parce que ces édifices historiques, c'est le visage de cette histoire de France que l'on fantasme, que l'on rêve, que l'on souhaite mettre sous les yeux des gens. Finalement, les restaurations conduisent les différents architectes à avoir une très bonne connaissance des architectures du passé, si bien qu'on ne va plus seulement restaurer les édifices du passé, on va en construire de nouveau en copiant les styles architecturaux. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'il va y avoir des réflexes progressivement qui vont être pris par les architectes qui vont consister à faire correspondre un certain style avec un certain usage d'édifice. On va chercher à faire correspondre l'esthétique de l'édifice avec ce qui se joue à l'intérieur de l'édifice. Je reviens sur les exemples marseillais que je citais tout à l'heure. Vous avez ici ce palais de justice de Marseille, qu'on évoquait à l'instant, et qui est de style néoclassique. Et je vous invite à vérifier. Tous les palais de justice de France construits au XIXe siècle, et même jusqu'au début du XXe, sont de style néoclassique, et ils sont quasiment tous semblables à celui-ci. Pourquoi? Eh bien parce que quand on parle classicisme, eh bien on pense tout de suite à la ligne droite, à l'harmonie, à l'équilibre, bref, à l'idée que l'on se fait de la justice. C'est la raison pour laquelle on va construire progressivement de plus en plus en prenant le réflexe du néoclassicisme pour ce type d'édifice. On parlait également tout à l'heure
de l'hôtel de préfecture des Bouches-du-Rhône, peut-être qu'il ne vous aura pas échappé qu'un très grand nombre des édifices d'État du XIXe siècle sont également construits en style néo-Renaissance, les hôtels de préfecture et les mairies. Pourquoi? Parce que quand on déploie le mot de Renaissance, c'est l'humanisme qui arrive avec cette idée d'ouverture d'esprit que le pouvoir en place souhaite donner de lui-même à l'époque. Donc on construit en style néo-Renaissance. C'est également le cas des musées. On se référera énormément au Louvre quand on construira les musées français, puisque le Louvre, c'est le premier grand musée français, et que la partie du Louvre que l'on retient, bien que le Louvre ait été construit en de très nombreuses périodes, pour le Louvre observable aujourd'hui, ça va donc de la période Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le Louvre que l'on retient le plus, c'est celui de la Cour Carrée, c'est le Louvre Renaissance de Pierre Lescot. C'est le musée dans l'imaginaire des Français, si bien qu'on va voir se multiplier toutes sortes de petits Louvres miniatures à travers la France au XIXe siècle. Donc voilà pour le style néo-Renaissance. Enfin, le style néo-gothique, qui est si célèbre, le Moyen-Âge renvoyant au style gothique, se déploie par cette image du Moyen-Âge toute l'idée de la ferveur religieuse, et c'est la raison pour laquelle on construira beaucoup d'églises en style néo-gothique, puisque ça correspond bien à l'idée que l'on se fait de la fonction d'une église. Vous avez ici cette église des Réformés qu'on évoquait tout à l'heure, mise en parallèle avec la basilique Sainte-Clotilde de Paris, qui lui est antérieure, puisqu'elle est construite dans les années 1840. Vous voyez la grande proximité des deux édifices. Néanmoins, à partir des années 1850-1860, eh bien, on assiste à un certain essoufflement de l'historicisme pur et dur. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a construit pour la xème fois une église en style néo-gothique, en l'adaptant avec les techniques de construction du XIXe siècle, il y a quand même une certaine lassitude qui apparaît. Et on va assister à la naissance d'une nouvelle architecture, qui cette fois va mélanger les différentes références à des époques historiques pour créer des chimères architecturales. Et là, il y a véritablement une nouveauté qui apparaît. Peut-être que vous connaissez cette anecdote qui est probablement fantasmée, mais qui en dit long sur toute cette époque. Elle est racontée par la veuve de Charles Garnier. En 1861, Charles Garnier est retenu pour construire le nouvel opéra de Paris. L'ancien avait brûlé, comme à chaque fois pour l'histoire des opéras. Il fallait en construire un nouveau, c'était Garnier qui avait été retenu. Et donc Charles Garnier se promène à travers Paris avec ses plans sous le bras et ses aquarelles. Il est attendu au Palais des Tuileries par l'empereur pour présenter son travail. Donc, il est reçu aux Tuileries en présence de l'empereur et de l'impératrice. Et l'impératrice regarde les aquarelles de Garnier et lui dit « Mais enfin, monsieur, mais qu'est-ce que c'est que ce style? Ça n'est pas un style, ça n'est ni du grec, ni du Louis XV, pas même du Louis XVI. Qu'est-ce que c'est ?» Et Garnier de répondre « Madame, ces styles ont fait leur temps, c'est du Napoléon III, et vous vous plaignez. » Donc on voit ici qu'il y a véritablement l'apparition d'un nouveau style qui ne relève plus seulement de la copie, mais qui est original. Alors, pourquoi est-ce qu'on mélange toutes ces références architecturales dans ces édifices? Il y a évidemment une notion décorative qui est très caractéristique de l'école des beaux-arts de l'époque, l'art de la composition, mélanger les styles pour créer des compositions architecturales. Il y a aussi, bien sûr, toute l'hésitation d'une époque, puisque le XIXe siècle est une époque de conciliation, où il y a eu plusieurs révolutions, on essaye de mettre beaucoup de monde d'accord, tant sur le plan politique que sur le plan esthétique. Et même dans le travail sur un chantier, on va avoir des tensions entre les différents intervenants, les sculpteurs, les peintres, l'architecte, l'ingénieur, enfin toutes sortes de figures qu'il va falloir mettre d'accord. L'éclectisme reflète toutes ces tensions, toutes ces hésitations, mais je pense qu'il y a plus. Et une partie de mon travail universitaire consiste à montrer que si, dans l'historicisme, on cherche à créer une correspondance entre la forme et le fond de l'édifice, il en va de même de l'éclectisme, qui va chercher à créer des faisceaux de convergence en associant les styles pour faire des édifices à idées, pour faire passer un thème à travers un bâtiment. Je vais essayer de vous le montrer à travers deux exemples avant d'aborder le Palais Longchamp. Le premier, c'est celle de notre cathédrale, Sainte-Marie-Majeure de Marseille, qui est le premier grand édifice d'architecture éclectique construit en France. L'éclectisme apparaît véritablement à Marseille dans les années 1850. Cette cathédrale Sainte-Marie-Majeure, à laquelle j'avais d'ailleurs consacré ma dernière conférence, est construite à partir de 1852 en remplacement de l'ancienne majeure romane qui est rasée pour l'occasion. On parlait tout à l'heure de la destruction des édifices du passé. Mais encore dans les années 1850, on n'a pas d'hésitation à mettre par terre un édifice roman qui du reste était en très mauvais état. Toujours est-il que c'est l'architecte parisien Léon Vaudoyer qui est missionné par l'empereur pour construire cette nouvelle cathédrale. Et là, il y a véritablement du neuf. La cathédrale Sainte-Marie-Majeure est un concentré de nombreuses architectures du bassin méditerranéen, mais pas seulement. On peut faire un petit tour d'horizon. Vaudoyer était d'abord fasciné par cette cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence, que vous connaissez peut-être, je n'ai pas mis de photographie ici,
parce que pour lui, la Renaissance florentine, c'est l'architecture d'une période de transition. C'est celle qui va faire le lien entre l'architecture gothique et la redécouverte des thèmes antiques, et notamment avec la maîtrise de toute la mathématique qu'on connaît. Donc une architecture d'une période de transition, et lui-même se perçoit dans une époque de transition, dans ce Second Empire où la France est en train de changer. On va également avoir des allusions à la cathédrale Notre-Dame de Paris, notamment dans la physionomie générale de la façade principale. On va avoir des allusions à l'architecture arabe, puis on va avoir des allusions à l'art roman, notamment dans l'emploi de l'arc plein cintre, qu'on va abondamment retrouver en façade, mais également à l'intérieur de l'édifice. L'art roman, c'est l'art propre à la Provence. Vous savez que la Provence a été assez peu touchée par l'influence gothique, que principalement au Moyen-Âge, on va retrouver des églises de style plutôt roman, de ce style roman provençal très inspiré d'Antiquité. C'est donc le style vernaculaire, le style local, celui qui indique une identité, mais également des références à ce que l'on appelle l'architecture byzantine, avec l'emploi du dôme, de la coupole, et tout cet art de la mosaïque qui est alors redécouvert par Léon Vaudoyer avec Sainte-Marie-Majeure. Donc un mélange de nombreux styles. Et pourquoi fait-on cela? Eh bien, pour des raisons politiques. Pourquoi? Parce que Marseille, dans les années 1830, commence son expansion économique, dans le sillage de la révolution industrielle française, et qu'il y a à l'époque un courant intellectuel en vogue, qui a une grande audience auprès du monde politique, et qui s'appelle le saint-simonisme, dont du reste nous sommes largement héritiers aujourd'hui. Le saint-simonisme, c'est le culte du progrès, la croyance dans le progrès, l'idée de dire que c'est par l'ouverture des frontières, l'intensification des échanges économiques qu'on réussira à atteindre une certaine forme de parousie et de grande paix humaine. Et les penseurs du saint-simonisme écrivent beaucoup à l'époque et ils donnent une mission particulière à Marseille en France. Marseille, ça doit être cet espace pivot entre le vieil Occident et tous ces nouveaux espaces de commerce qui s'ouvrent à la France, sur le bassin méditerranéen, mais également ailleurs. Marseille, c'est la porte de l'Orient. C'est comme ça qu'on la qualifie à l'époque. On retrouve le terme assez régulièrement. Si bien que la cathédrale Sainte-Marie-Majeure va incarner dans ses murs cette idée de Marseille, porte de l'Orient, Marseille, espace pivot sur le monde méditerranéen. Avec Sainte-Marie-Majeure, Marseille va nous dire « Nous sommes une vieille ville de Provence », donc emploi du style roman. On a quand même un ancrage local. Mais en même temps, nous aspirons à être la première puissance sur le bassin méditerranéen, donc la nouvelle Byzance en un sens, mais également un concentré de toute cette architecture du bassin méditerranéen sur lequel on s'ouvre. Donc on va trouver toutes ces références, architecture florentine, architecture nord-africaine. Voilà cette idée de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Il ne vous aura peut-être pas échappé que Sainte-Marie-Majeure n'est pas orientée conformément à l'usage classique des églises, c'est-à-dire est-ouest, mais qu'elle est orientée nord-sud, puisqu'elle doit offrir son meilleur profil depuis l'arrivée sur ce nouveau port industriel de la Joliette. Et pour faire un peu de mauvais esprit, je pourrais vous dire que cette cathédrale rend presque autant gloire à succès économique de la ville. Peut-être ne vous aura-t-il pas échappé non plus qu'il existe une grande proximité entre la cathédrale Sainte-Marie-Majeure et la basilique Notre-Dame de la Garde. Je mets ici les deux édifices en perspective. Ça s'explique assez facilement, puisque Henri Espérandieu, qui est donc l'architecte de la Bonne Mère, est avant tout l'élève et le collaborateur de Léon Vaudoyer. Vous savez peut-être qu'à l'époque, quand on voulait faire une belle carrière d'architecte, il fallait passer le concours de l'École des Beaux-Arts de Paris, et que pour préparer ce concours de l'École des Beaux-Arts, il fallait aller dans un atelier d'architecte, où on était formé au contact de l'architecte, des gens qui travaillaient pour lui et des autres élèves. C'est comme ça qu'Espérandieu avait quitté Nîmes. Il était allé à Paris, et donc il avait été pris dans l'atelier de Vaudoyer pour préparer son concours, qu'il avait obtenu avec succès. Et comme c'était le meilleur élève de Vaudoyer, comme immédiatement après, il l'emploie dans son cabinet pour de menus travaux et qu'il donne pleinement satisfaction, en 1852, quand lui, Vaudoyer, est désigné comme architecte en chef de la cathédrale de Marseille, lui qui est un architecte parisien qui vit et qui travaille à la capitale, il a besoin d'un représentant sur place pour mener son chantier, et c'est à ce moment-là qu'il va penser à son meilleur élève, le tout jeune Henri Espérandieu, qui arrive à Marseille en 1852 à 23 ans. Et à chaque fois, évidemment, un élève est toujours lancé, propulsé par son maître. Et c'est la raison pour laquelle Espérandieu va devenir l'architecte de Notre-Dame de la Garde, puisque Vaudoyer va lui ouvrir son réseau, va lui donner la possibilité d'un appui pour prendre ce nouveau chantier, qui était celui de l'agrandissement d'une chapelle qui se trouvait sur l'ancien fort de la Garde, qui rapidement se transformera en basilique. Si bien que vous voyez que Notre-Dame de la Garde et la Majeure sont comme deux sœurs qui sont construites dans les mêmes matériaux, qui sont du même sang,
issus de la même famille d'architectes, le maître et son élève. Et vous voyez là où je veux en venir, s'il y a multiplicité des styles architecturaux dans les deux édifices, il y a bien une idée, celle de Marseille, première ville de Méditerranée, porte de l'Orient. Donc, multiplication des styles pour une idée précise, pour un édifice conceptuel. Deuxième exemple, celui de l'Opéra de Paris, qui est très certainement l'édifice le plus célèbre de l'architecture du Second Empire, donc construit par Charles Garnier à partir des années 1860, donc en parallèle du Palais Longchamp. On va également y retrouver de nombreuses allusions à plusieurs périodes. Tout d'abord, dans la façade principale, on va retrouver des allusions au classicisme, avec tout l'appareil de l'architecture classique, avec ses colonnes, ses frontons, ses pilastres qui sont abondants. Et Garnier se réfère à la colonnade du Louvre. On parlait tout à l'heure de ce Louvre qui a été construit à de nombreuses périodes différentes. Eh bien, il existe une partie classique au Louvre, donc la colonnade qui est construite par Perrault dans les années 1660 et qui est donc de style classique. Eh bien, Garnier s'y réfère. Il va également se référer au front de scène de la Renaissance italienne, donc à l'intérieur des théâtres. Vous voyez ici le front de scène du théâtre olympique de Vicence, qui est signé Palladio et Scamozzi. Mais il ne s'arrête pas là, on va également retrouver tout un aspect baroque dans cet opéra Garnier, notamment à l'intérieur, avec cet emploi abondant de la dorure, du stuc, de la peinture, qui sont employés très largement, au point où Garnier, même parfois pour faire des plaisanteries, souhaitait que l'intérieur de son édifice soit, selon son expression, de mauvais goût, pour accentuer cet aspect baroque. Et voyez quel est l'objectif de cet opéra Garnier, c'est bien de mettre toute la sculpture, toute l'architecture, toute la peinture, donc qui sont déjà trois arts différents, au service de ce qui se joue à l'intérieur de l'édifice, c'est-à-dire l'art lyrique et la danse. Si vous voulez, pour comprendre cet opéra Garnier, il faut faire un peu de métaphysique de l'architecture. L'opéra Garnier, c'est un édifice dédié à l'art total. Quand on lit Platon, le Timée notamment, eh bien, on peut voir que le cosmos, la création, l'univers, répond d'abord des lois du rythme et de l'harmonie. Et le véritable chef d'orchestre de ce cosmos, c'est le démiurge. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cet opéra Garnier? C'est un cosmos en miniature. Et le véritable architecte, le véritable chef d'orchestre de l'opéra Garnier, c'est l'architecte lui-même. C'est lui qui va faire converger vers un même point central tous les arts, mais aussi tous les styles. Et ce point central, cet axe du monde, cet axis mundi autour duquel l'édifice gravite, c'est l'art total. J'ai mis ici une représentation de l'ancien plafond avant qu'il ne soit chagalisé sous l'influence de Malraux dans les années 1960. Et là, c'est ce qui peut m'amener maintenant à l'analyse de ce palais Longchamp. Je vais essayer de vous montrer dans un premier temps que c'est un édifice qui cherche à faire la jonction entre le symbole de l'eau et le symbole du savoir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le palais Longchamp est un édifice multifonction. D'abord, c'est un château d'eau. Et d'autre part, c'est un double musée. Donc il y a une double généalogie dans le Palais Longchamp. La première, c'est celle de l'histoire des musées français. Et la deuxième, c'est celle du canal de la Durance, qui est dans la partie centrale. Et c'est celle par laquelle on va commencer, parce que finalement, c'est la plus ancienne. Et vous savez que ce canal de la Durance, c'est un vieux projet à Marseille. On en trouve des traces bien avant les années 1830, des traces certaines au XVIIIe siècle. Il n'avait jamais été mis en pratique parce que c'était un projet véritablement colossal. On y reviendra tout à l'heure. Puisqu'il s'agissait donc de raccorder la cité phocéenne avec cette Durance qui est 80 km plus au nord. On avait mis ce projet en application dans les années 1830 suite à plusieurs années de sécheresse consécutives. Et le paroxysme de ces sécheresses était arrivé en juillet 1834, puisque les Marseillais, qui pouvaient usuellement jouir de 75 litres d'eau par personne et par jour, ne pouvaient plus bénéficier que d'1 litre, si bien que toutes les fabriques étaient à l'arrêt et que la vie des gens était même directement menacée. Il y a même un très fort problème d'hygiène à terme, puisque en septembre 1834, eh bien, une épidémie de choléra très forte se déclenche et qu'elle a pour conséquence plusieurs milliers de morts. À partir de ce moment-là, on va décider de la construction du canal, mais ce n'est pas finalement la vraie raison. La vraie raison, c'est que Marseille réalise son expansion économique dans les années 1830, que Marseille, en 1780, comptait 100 000 habitants, qu'en 1830, elle en compte déjà environ 130 000, donc une augmentation très considérable de la population,
Et puis également qu'on souhaite faire grandir cette ville sur le plan industriel. Marseille aspire à devenir une grande ville et ça n'est possible qu'avec l'arrivée de l'eau. Donc c'est la raison pour laquelle on va décider de la construction de ce fameux canal de Marseille. C'est Maximin Consolat, le maire de l'époque, que vous pouvez voir ici en buste, une photo qui est issue du Palais Longchamp, qui va missionner le jeune ingénieur Franz Mayer de Montrichet, que vous pouvez voir à côté. J'ai mis une représentation plutôt sur un dessin, parce qu'il y a également son buste en vis-à-vis de celui de Maximin Consolat, mais il a le nez cassé, alors je voulais le montrer dans toute sa beauté. Montrichet qui a donc 29 ans et qui va se lancer dans ce projet colossal qui est la construction du canal de Marseille. Je dis bien colossal puisqu'il s'agit de creuser 80 km de canal dans un terrain vallonné avec une pierre très dure et que ce canal de Marseille, ça n'est pas moins de 12 bassins, 18 ponts aqueducs et 84 tunnels. Donc quelque chose de tout à fait considérable. Et la construction du canal de Marseille passionne les Marseillais. Il est largement relayé dans la presse. C'est très divertissant d'ailleurs de lire les articles. Montrichet y est présenté comme une véritable Napoléon du progrès. C'est une figure héroïque. Et on attend cette eau à Marseille presque de manière religieuse. On l'attend avec la plus grande impatience. C'est l'arrivée de quelque chose de très précieux dans un pays de sécheresse. Donc, une histoire qui est liée au canal de Marseille. Et vous voyez que dès les années 1840, puisque j'oubliais de dire que le canal est construit entre 1839 et 1854, eh bien, on envisage, vous voyez ici sur le projet d'Anjois, de construire une fontaine décorative dédiée à la Durance. Donc, vous pouvez donc voir ici sur un projet qui date des années 1840. Première généalogie, donc celle du canal de la Durance. Deuxième généalogie, celle de l'histoire des musées français, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le Palais Longchamp contient dans une aile le Muséum d'histoire naturelle et dans l'autre le Musée des Beaux-Arts. Et pour la comprendre, il faut revenir à un édifice. Cet édifice, c'est l'ancien couvent des Bernardines de Marseille, qui existe toujours aujourd'hui, que vous connaissez probablement mieux sous le nom de lycée Thiers. Ce bâtiment comporte également une chapelle, c'était la chapelle des Bernardines, qui existe encore, qui maintenant sert de théâtre, c'est le théâtre des Bernardines. Et le couvent des Bernardines avait été saisi à l'occasion de cette nationalisation des biens du clergé dont on parlait tout à l'heure. Il avait bien fallu en faire quelque chose de cet édifice qui était saisi. Et vous savez que c'est tout un enjeu des révolutionnaires que de réutiliser ces grands édifices d'Ancien Régime qui sont saisis à l'occasion de la nationalisation des biens du clergé et de la saisie des biens des familles nobles émigrées. Que faire de ces grands édifices qui correspondent à un ancien monde dans le nouveau monde? C'est entre autres pour cette raison qu'on va en détruire beaucoup, je dis ça à la décharge des révolutionnaires, et ceux que l'on conserve, comme par exemple le couvent des Bernardines, eh bien il faut en faire quelque chose parce que ça coûte très cher de les entretenir. Eh bien à Marseille, on va décider de centraliser toutes les fonctions qui sont liées au savoir dans cet ancien couvent. On va d'abord y mettre un lycée, on y mettra également la bibliothèque municipale, ce sera dans une des ailes de l'ancien couvent. On va y mettre le musée des Beaux-Arts de Marseille, dans l'ancienne chapelle, et puis on va également y mettre une école libre de dessin, qui rapidement ouvrira une classe de sculpture, une classe d'architecture. C'est l'ancêtre de l'école des Beaux-Arts de Marseille. Intéressant, cette démarche de centraliser toutes les fonctions de culture au sein d'un même édifice. Eh bien, pas si surprenant finalement, puisque toute cette histoire, bibliothèque, objets d'art et école, ont une histoire commune. Elles sont intimement liées à la Révolution française. Puisque, avec la nationalisation des biens du clergé et la saisie des biens des familles nobles, arrivent dans les mains de l'État, exactement en même temps, toutes ces collections de livres, mais également ces collections d'œuvres d'art qu'il faut administrer. Et on va décider de les administrer de manière, à proprement parler, révolutionnaire, c'est-à-dire dans une logique de transmission au peuple. C'est la raison pour laquelle l'histoire, disons plutôt que les musées français apparaissent en même temps que les bibliothèques publiques en France, c'est la même histoire, et que cette histoire est intimement liée à la notion de transmission révolutionnaire du savoir, donc à l'idée d'école. Donc vous voyez, la jonction entre la bibliothèque, le musée et l'école dans l'héritage français. Et c'est quelque chose qu'on comprend assez bien en remontant à la pensée des Lumières. Les encyclopédistes envisageaient déjà cela, puisqu'ils publiaient en 1765 un article intitulé « Louvre », donc dans l'encyclopédie, où ils souhaitaient transformer ce palais du Louvre, qui à l'époque était un palais royal qui contenait les œuvres d'art du roi, mais également les académies royales de peinture, sculpture, architecture.
Ils souhaitaient faire de ce palais du Louvre un musée ouvert au peuple. Et ils envisagent le Louvre comme, je cite, un atelier de l'esprit humain. Voilà comment les hommes des Lumières pensent le musée. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est rassembler dans un seul et même lieu tous les domaines du savoir. Pas seulement le savoir artistique, pas seulement les tableaux, mais également le savoir scientifique, le savoir littéraire, dans une logique d'enseignement. C'est quand même une démarche qui est très particulière, et je mets en avant un élément qui me semble très intéressant, c'est que les encyclopédistes reprennent ici la vieille approche de la centralité sacrée, en fait, qui animait l'Europe depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que là où les anciens cherchaient la connaissance du cœur pour la connaissance de Dieu, en fait, le cœur comme centre de l'homme, boussole qui conduit vers le centre du cosmos et donc vers la compréhension de Dieu, connaissance du cœur, remplacement de cette connaissance du cœur par quête du savoir matériel que l'on souhaite rassembler à un seul et même lieu. Donc reprise de la vieille quête du sacré dans une logique matérialiste par les penseurs des Lumières. Et c'est quelque chose qui va s'accentuer dans ce 19e siècle où on n'arrête pas de faire des découvertes scientifiques. Et quand on se lancera dans les grands projets d'urbanisme au 19e siècle, eh bien on poursuivra cette idée. Si bien qu'on va construire des monuments qui vont fusionner les différents édifices dans la logique urbanistique. Si bien qu'on va se retrouver avec, par exemple, des musées-bibliothèques, comme celui de Charles Questel à Grenoble, ou encore celui du Havre, qui est également un musée-bibliothèque et qui disparaîtra sous les bombes anglaises en 1944. Il en va de même à Marseille, puisque dans les années 1850, la ville n'a presque aucun édifice de prestige. D'ailleurs, les Marseillais en font un grand complexe. On souhaite construire des édifices prestigieux à la hauteur du niveau de la ville sur le bassin méditerranéen. Et il y a toujours ce lycée, dans l'ancien couvent des Bernardines, où le directeur du lycée aimerait bien récupérer un petit peu son espace, puisque les classes sont de plus en plus nombreuses, et il aimerait bien voir partir ce musée des Beaux-Arts, cette bibliothèque municipale, et puis cette école libre de dessin. Il en fait la demande à la municipalité, et il dit au maire de Marseille, vous savez, moi j'ai un terrain qui est adjacent à cet ancien couvent des Bernardines, c'est la parcelle du talus, je peux la donner à la municipalité pour y construire un monument qui rassemblerait toutes ces fonctions qui pour l'instant encombrent le lycée. Eh bien c'est sur cet endroit qu'on construira le Palais des Arts, et puisque cette parcelle est trop petite et qu'on ne peut pas y construire un bâtiment suffisamment grand, on ne mettra que la fonction bibliothèque municipale et la fonction école des beaux-arts, et on sera obligé de séparer la fonction muséale qui ira sur le plateau de Longchamp. Néanmoins, vous voyez qu'il y a ici une cohérence, puisque c'est bien au même architecte, Henri Espérandieu, qu'on confiera la construction d'une part du Palais Carly, d'autre part du Palais Longchamp, qui sont également deux frères, puisqu'ils concentrent à eux deux toutes les fonctions de savoir à Marseille. J'en viens à ce Palais Longchamp pour fusionner les deux généalogies dont il est porteur, puisque je vous disais tout à l'heure que le 19e siècle fusionne les différentes fonctions au sein des édifices. Cette fois, on va fusionner le château d'eau et le musée, si bien que les deux ailes du musée, qui contiennent, du Palais Longchamp qui contiennent les musées, sont comme deux fontaines de savoir qui sont issues du château d'eau. Et va venir se superposer la figure de l'eau dans un pays de sécheresse et le symbole de la connaissance, si bien que le Palais Longchamp va venir étancher en même temps la soif d'eau des Marseillais et leur soif de connaissance, pour devenir un véritable palais de la connaissance où eau et savoir vont se regrouper sur une figure, et cette figure, eh bien, c'est la statue de la Durance qui constitue le point d'équilibre de l'édifice. Et là, on arrive véritablement au cœur du Palais Longchamp, auquel je consacre cette troisième partie que j'ai intitulée « Du monument cosmique au temple de la connaissance ». Il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est l'intérêt d'Espérandieu pour l'étude des astres. Et on oublie également que c'est lui qui a construit l'Observatoire astronomique de Marseille. Il y avait déjà un observatoire astronomique à Marseille qui était sur la montée des Accoules. Il avait été pendant longtemps tenu par les jésuites, puis les malheureux jésuites avaient été expulsés par Louis XV. L'observatoire était peu à peu tombé en déclin. Et puis, dans les années 1850, il s'y passait plus grand-chose de très intéressant. C'est l'Observatoire astronomique de Paris qui va le récupérer comme annexe pour y installer le télescope de Foucault, qui était le plus puissant à l'époque. Néanmoins, pour pouvoir installer ce télescope, il faut aussi de nouvelles infrastructures, un nouveau lieu. Et c'est comme ça qu'on va décider de la construction d'un nouvel observatoire astronomique sur le plateau de Longchamp, qui à l'époque est en périphérie de la ville, qui est en hauteur, et à partir duquel on va pouvoir construire des édifices propices à l'observation des astres.
On voit ici, sur une image qui date des années 1870, cet observatoire, ce nouvel observatoire astronomique de Marseille, construit par Espérandieu. Et il est incontestable qu'Espérandieu a eu contact avec le personnel de cet observatoire astronomique et qu'il a construit son palais Longchamp selon des alignements solaires. Il est tout à fait certain que le palais Longchamp répond d'un alignement avec déjà l'axe du boulevard Longchamp et le solstice d'hiver. C'est-à-dire que chaque 21 décembre, le soleil va venir passer dans l'arc du château d'eau du canal de la Durance et s'aligner avec le boulevard Longchamp. Ce qui fait qu'Espérandieu réalise vraiment là un palais cosmique. Il va d'ailleurs y faire de nombreuses allusions. Si vous regardez la frise de la colonnade semi-circulaire ouverte, vous allez pouvoir voir les différents signes du zodiaque qui sont représentés ici. Est-ce que c'est une idée d'Espérandieu? Non, ce n'est pas une idée d'Espérandieu, puisque tous les projets antérieurs comportent déjà cette perspective d'alignement solaire. Vous avez ici le projet d'Anjois des années 1840, où on a déjà l'arc du château d'eau avec la statue de la Durance, qui correspond déjà aux alignements solaires. Et puis à côté, vous avez l'arc du projet Bartholdi, qui était immédiatement antérieur à celui d'Espérandieu. Bartholdi, qui est le sculpteur de la Statue de la Liberté, comme vous savez peut-être, avait été longtemps pressenti pour construire le palais Longchamp, et puis il avait été écarté au profit d'Espérandieu, qui était considéré comme une figure locale. Ça avait conduit à toutes sortes de procès qui n'avaient finalement abouti sur rien. Néanmoins, on peut voir que le projet Bartholdi comporte déjà ces alignements solaires. Peut-être sont-ils plus anciens encore, puisque Puget avait eu ce projet de place royale qui était supposé relier la Canebière au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le cours Belzins, qui était jadis le cours royal, avec le Vieux-Port, par une place d'envergure, avec un arc qui était dans l'alignement du soleil au solstice d'hiver et qui serait venu éclairer la statue du roi soleil, conformément voilà, à cette centralité qui est d'usage dans l'architecture des places royales à l'époque. Peut-être des connaissances encore antérieures, il est difficile de le prouver, qui auraient pu correspondre aux anciens temples de l'époque de Massalia, donc de l'époque grecque. C'est très difficile à prouver, puisqu'on n'a jamais découvert les emplacements très précis de ces temples, ni leur orientation. Et quand on pense au solstice d'hiver, aux orientations solaires dans l'architecture, on pense beaucoup à l'Égypte. Vous savez que le temple de Karnak comporte notamment un alignement solaire au moment du solstice d'hiver, et puis vous avez le temple d'Abou Simbel qui malheureusement a été déplacé par Nasser à l'occasion de la construction du barrage d'Assouan, donc l'alignement solaire a été légèrement faussé. Il y avait également des alignements solaires pour 2 moments de l'année qui ne correspondaient pas exactement au moment des solstices. Néanmoins, dans l'architecture égyptienne, on a cette idée de créer des alignements solaires. Il faut savoir que toute cette connaissance qui nous apparaît comme un peu ésotérique était bien connue du milieu artistique marseillais dans le milieu du XIXe siècle. Vous avez ici Pascal Coste, qui était l'architecte en chef de Marseille à l'époque, qui est l'architecte du Palais de la Bourse, qui avait travaillé pendant 10 ans en Égypte, qui avait visité Karnak et Abou Simbel, qui connaissait très bien l'architecture égyptienne et les architectures antiques du bassin méditerranéen. Et puis vous avez à côté le fameux Bartholdi dont on parlait tout à l'heure, qui avait visité Karnak en 1845, 1854, 1855, et qui en était revenu transformé. Eh bien, Marseille se place dans cet héritage antique. Je mets ici la fresque qu'on peut observer dans l'escalier du musée des Beaux-Arts de Marseille, donc au Palais Longchamp, qui est intitulé « Marseille, colonie grecque », qui montre ici tout ce positionnement de Marseille dans l'héritage antique, grec bien sûr, mais aussi dans cet héritage méditerranéen dont l'Égypte fait partie. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut parler des solstices. Qu'est-ce que représente le solstice dans le monde antique ? Eh bien, nous autres qui sommes issus de la culture judéo-chrétienne avons une approche linéaire du temps. Si on parle religion et métaphysique, eh bien, dans l'héritage judéo-chrétien, il y a création du monde, création du cosmos à un instant précis, ensuite déroulement du temps, puis fin des temps. Donc une approche linéaire avec un début des temps, une fin des temps, qui implique une approche historique, qui n'est pas celle des anciens de l'Antiquité, qu'elle soit grecque, romaine ou égyptienne, où on a une approche cyclique. C'est-à-dire que chaque année, le 21 décembre, c'est le moment où les jours vont rallonger. C'est le moment où la création, cet instant que Mircea Eliade définira comme in illo tempore en ce temps-là, est rejouée chaque 21 décembre. C'est le moment où les jours vont commencer à rallonger et où le cosmos va être régénéré. C'est exactement comme ça que pensaient les Égyptiens et c'est exactement ce que signifie l'alignement solaire de Karnak, par exemple. Dans l'Égypte antique, le pharaon est garant de l'ordre cosmique du monde, de la Ma'at.
Il est aidé dans cette préservation de cet ordre cosmique par le Soleil, qui chaque année, au 21 décembre, va venir régénérer l'ordre cosmique du monde. Il en va de même je voudrais même dire avant qu'on est encore héritier de cela dans la tradition chrétienne, hein, puisque au moment où le Christ est mort et où il a fallu finalement établir la tradition, la première tradition chrétienne, il fallait bien fixer une date officielle à la naissance du Christ. On avait choisi le 25 décembre en référence au mitraïsme du Dies Natalis Soli Invicti, hein, qui était déjà très largement en vogue sous la Rome antique, et qui marquait également cette régénérescence du cosmos, qui est marquée par la renaissance annuelle du Christ dans le calendrier liturgique. Chaque année, dans le calendrier liturgique, on revit cette création du monde par la vie du Christ. Eh bien, il en allait de même dans la Grèce antique, notamment avec des cultes qui pouvaient être liés à Déméter. Déméter était une déesse de la fertilité. Vous voyez ici une représentation de Déméter avec la moisson. Je la mets en parallèle avec la statue de la Durance, qui elle aussi comporte la moisson et la vendange en vis-à-vis. Déméter, c'est une déesse de la fertilité, une déesse cyclique qui vient régénérer la moisson chaque année. Eh bien, on est exactement dans cette tradition. Vous savez qu'à Marseille, dans l'ancienne Massalia, il y avait une dévotion à l'Artémis d'Éphèse qui était assez proche de cette dimension cyclique du temps. Eh bien, je crois bien que Espérandieu rejoue ça au Palais Longchamp. Et qu'est-ce que c'est que le temple, si ce n'est cet espace où chaque année, on va rejouer la cyclicité du monde? Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer au Palais Longchamp, qui va devenir, si vous voulez, un cosmos en miniature de cette Marseille qui renaît au XIXe siècle, qui renaît de ses cendres, et qui va devenir un jardin-musée où les Marseillais peuvent venir cueillir le fruit du savoir. Ça va devenir un palais où l'on peut venir savourer la fraîcheur de la connaissance. Et je terminerai cet exposé par le point clé de l'édifice, qui est probablement cette statue de la Durance, qui comporte à première vue un bâton qu'elle tient dans sa main, et qui est probablement en fait une torche, puisqu'elle est réallumée à l'occasion de chaque solstice, incarnant ainsi la flamme de la connaissance qui est contenue dans les deux musées. Je vous remercie pour votre attention.